Nous étions en train de parler de la Côte d'Ivoire, les pro-Gbagbo qui dénoncent donc un acharnement après l'appel de la CPI. Jean-Paul Agbo, acquittement, non-lieu. Oui, donc je disais que le non-lieu aurait laissé un peu la porte ouverte à l'idée que éventuellement les deux accusés avaient une responsabilité dans ce qui s'est passé, alors que l'acquittement justement les exonère de toute responsabilité en disant que finalement ils y sont pour rien. Donc c'est le raisonnement de Bensouda, ce qui implicitement veut dire que quelque part elle reconnaît qu'elle n'a pas suffisamment elle-même apporté les preuves. Oui. Et c'est exactement ce que disent les juges. Parce que dans un procès pénal, il faut apporter des preuves pour pouvoir condamner quelqu'un. Si vous n'en apportez pas, la personne est acquittée. Mais encore une fois, il appartient au juge d'appel de statuer sur tout ça. Malheureusement, pendant ce temps, encore une fois, ces deux personnalités sont privées de liberté. Ça fait 8 ans que ça dure. On ne sait pas combien de temps ça peut encore durer. Et ça renforce l'idée d'un complot, d'une cabale, qu'on en dise, parce que vous avez remarqué qu'il y a une recomposition du paysage politique ivoirien, qu'il y a des alliances qu'on pensait impossibles encore il y a quelques années, qui sont en train d'être réalisées, et personne ne peut ne pas faire le rapprochement entre ce qui se passe à la CPI et tous ces événements, et surtout sur le fait que dans quelques mois, il y aura des élections présidentielles en Côte d'Ivoire et que l'actuel régime est en difficulté. Alors, quand on est procureur et qu'on a entendu ce que Jean-Paul Agbo a lu tout à l'heure, le premier juge qu'il a dit, on doit se poser des questions parce que ce juge est toujours au cœur du dossier. Forcément, vous avez fait appel, mais il peut rejeter votre appel aussi. Oui, je pense que Fatou Bensouda elle est consciente de cela. Donc on a plutôt l'impression que dans la démarche, l'idée est de pouvoir faire taire Gbagbo et Blé-Goudé. Du moins, pouvoir établir une restriction qui permette à la Côte d'Ivoire de faire son élection présidentielle sans une intervention percutante et effective de ces deux personnalités majeures de la politique ivoirienne. Parce qu'on sait que malgré la distance, ça reste des leaders qui sont courtisés. On a des déplacements, on a des prétendues alliances qui peuvent se faire. Bon, ils arrivent quand même à poser leurs pattes sur le jeu ivoirien. Quand on voit par exemple la question de la présidentialité du FPI, quand on voit par exemple les questions d'alliance entre Bédié et Gbagbo, quand on voit la question Soro, quand on voit la question Ahmed Bakayoko, quand on voit la question même de la crise ivoirienne qui n'est pas résolue, oui, forcément, ce sont des personnes qui sont craintes, ne serait-ce que par ce qu'elles peuvent dire ou les actes ou les alliances qu'elles peuvent poser. D'où on se souviendra que lorsque Gbagbo et Blé-Goudé sont acquittés, mais qu'on les met en résidence quasi surveillée dans un pays étranger, occidental même, hein, quand on sait toute l'union, toute la collusion qu'il peut avoir au sein des pays occidentaux quand il s'agit de l'Afrique. Donc on les met dans des pays occidentaux et on leur intime de ne pas participer de façon effective à la politique ivoirienne pour un tant soit peu ne pas déstabiliser les jeux qui pourraient se faire. Je pense qu'il y a, pour moi, en tout cas selon mon analyse, une intention manifeste de pouvoir faire pression sur ces gens-là en leur disant attention, votre procès n'est pas terminé, j'ai fait appel par le jeu des avocats, par le jeu de tout ce qui est structurellement juridique, pour que ces gens se taisent et sursoivent à toute intervention ou toute action politique qui tendrait à déstabiliser ce qui se passe du côté de la Côte d'Ivoire. Alors, ce qu'on peut reprocher à Fatou Bensouda, qui conforte aussi la thèse du acharnement, c'est qu'elle n'est pas allée chercher dans l'autre camp. C'est comme si tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, il n'y a que ces deux-là qui sont responsables. Non, c'est là où ça devient intéressant. Lorsque on parle de non-lieu et d'acquittement, si vraiment les thèmes, moi je ne suis pas juriste, et advenait être
vrai que c'est un non-lieu qui est approprié. Parce que quand on fait l'acquittement, le jour que on aura encore à mettre la main sur d'autres, peut-être ceux qui sont au régime, puisque de toutes les façons, on disait depuis que c'est la justice des vainqueurs. Donc, lorsque les vainqueurs seront affaiblis demain et qu'on les prendra, puisqu'il faut établir, comme je le dis, la vérité des faits, ce qui s'est passé. Mais est-ce qu'il y a aussi un autre aspect que moi je vois? Est-ce que dans le cas d'espèces, ce n'est pas défaut de requalification des faits? La CPI connaît des crimes de guerre, crimes de génocide, crimes contre l'humanité. Et là, on dit, en l'espèce, il n'y a pas ces crimes-là. Mais ça ne veut pas dire que si on requalifie, on peut trouver... Oui, il y a d'autres peines qu'on peut retrouver. Mais qui ne sont pas du ressort de la CPI. De la CPI. Même déjà sur le terrain en Côte d'Ivoire, c'est pas que Gbagbo, s'il est libéré aujourd'hui, il prend son avion, il atterrit à l'aéroport à Abidjan. Parce que là, il y a déjà même des condamnations de 20 ans qui l'attendent là-bas. Ça veut dire que ce n'est pas encore la fin du monde. Pour l'attaque du siège de la BCE. Voilà. Donc, il y a toute une panoplie de condamnation derrière ces messieurs et même leur vie en Côte d'Ivoire. Moi, je me dis, le fait même d'avoir extradé Gbagbo, si ce n'est pas la prison, comme il le dit, qui prive les gens de liberté. Mais rappelons-nous aussi qu'il y a des gens qui sont morts, qui sont sous terre, des gens qui sont handicapés à vie. Au moins, lui, c'est seulement la liberté qu'on l'a retiré. Mais si Gbagbo, même depuis que cette histoire de la crise post-électorale est fermée, s'il restait en Côte d'Ivoire, je ne sais pas s'il serait encore vivant. Soit la guerre devait continuer, je ne sais pas qui va assurer sa protection et autres. Donc, la libération de Gbagbo aujourd'hui par la haie, c'est une étape. De la réalité, c'est qu'il revienne au pays, qu'il rentre et qu'il puisse jouir de ses droits et que la justice ivoirienne puisse le libérer également de ce côté. Il faut requalifier simplement pour que la CPI se dessaisisse du dossier? Non, moi je pense qu'il faut déjà les libérer, comme les juges l'ont prononcé. Après, je crois qu'il appartient à chaque institution, à chaque, à chaque structure d'assumer son rôle. Comme tu l'as relevé, le rôle de la CPI, ce n'est pas de régler les questions, les problèmes politiques, les contentieux politiques ivoiriens. C'est pas son rôle. Et le rôle de la CPI, c'est pas de juger éventuellement de meurtre ou de tentative d'assassinat ou de refus de quitter le pouvoir. Et tout, c'est pas son rôle. Son rôle est précis. Il est compétent pour connaître des crimes précis. Et là, en l'occurrence, les juges ont estimé que les crimes qu'ils connaissent et qui sont présentés comme tels devant eux ne sont pas suffisamment documentés, ne sont pas suffisamment établis. Ça ne veut pas dire que les deux ne sont pas responsables ou coupables d'autres, éventuellement, infractions. Et si le retour de Gbagbo et de Blé Goudé en Côte d'Ivoire peut semer des troubles, peut semer un certain nombre de choses et empêcher la paix, la quiétude de ce pays, c'est pas aux juges de la CPI de trancher cette question. Il y a d'autres instances, d'autres structures dont c'est le rôle. Et je me demande, pendant 10 ans, l'actuel président a été au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait de son pays en termes de réconciliation, en termes de décision pour que les Ivoiriens se retrouvent entre eux, pour qu'en sorte que lorsque les deux là vont rentrer, on ne parle plus de division, de tentative de déstabilisation. Si on en est encore là, c'est que pendant 10 ans, rien n'a été fait pour réconcilier les Ivoiriens. C'est pour ça que les tensions, aujourd'hui, n'ont pas totalement disparu. On a l'impression que depuis 2011... l'arrestation de ces deux personnalités, la Côte d'Ivoire est en paix. Non, je vous assure que c'est faux. Ce n'est qu'une paix de surface et que les ressentiments sont aussi qu'en 2011. Donc, il a eu une grande responsabilité pour régler ça. Ça n'a pas été fait. Maintenant, on met ça à la charge de la CPI pour faire ce job à la place de Alassane Ouattara. Et je rejoins ce qui a été dit par Russe. Moi, j'ai l'impression que, en fait, les deux sont là-bas pour que, éventuellement, tout se déroule
plus ou moins dans une sérénité, et probablement après les prochaines échéances, on va trouver une formule pour qu'ils rentrent. Si d'ici là, on ne trouve pas d'autres subterfuges pour les garder encore un peu à la haie. Moi, par exemple, alors je sais que ça fait très complotiste, mais pour moi, la CPI, c'est un outil politique, c'est un outil géostratégique. Ce que je dirais, c'est que la démarche coloniale, elle ne change pas, elle s'améliore. Après, on met les termes qu'on veut, colonialisme, tout ce qu'on veut, mais elle s'améliore. Des cas comme le cas de Blé Goudé et de Gbagbo, historiquement, ça s'est déjà vu. On a des exemples qui sont très connus, comme le cas de Mandela. On va enfermer 27 ans, parce qu'on sait que, si vous voulez, de façon générale, si vous mettez fin à la vie d'un leader charismatique, vous en faites un martyr. Si vous en faites un martyr, vous en faites des fanatiques. Et quand vous avez des fanatiques, c'est compliqué de gérer la droite ligne. Donc, vaut mieux garder la personnalité charismatique sous main. Donc, vous avez eu le cas de Mandela. Avant Mandela, on a eu le cas de Cheikh Amadou Bamba au Sénégal, qui est le père des Mourides. Les Français le craignaient. On a tout fait pour circonscrire l'influence de cet homme qui était particulièrement stratégique. Vous avez eu le cas de Simon Kibangou, dont on ne parle pas. Mandela a fait 27 ans, il a fait 30 ans. De prison. Et il est mort en prison. Vous avez le cas de Béhanzin. Vous avez déporté, le cas de Samori Touré qui a été déporté. Donc à chaque fois qu'on a eu un leader charismatique qui posait un problème au niveau de l'hégémonie si vous voulez, des puissances coloniales, à un moment, au début, il y a eu, si vous voulez, en période de pacification, il y avait eu la mode qui consistait à couper les têtes, à jeter. On a vu les massacres du Niobé, des Lumumba, par exemple, tout ça. À un moment, on a vu que ça ne marchait pas. Il a fallu à un moment passer à un autre procédé, qui est celui de prendre ces leaders-là, de les faire sortir et de voir dans quelle mesure, au fur et à mesure, ils pourraient être malléables, ou du moins plus flexibles à certaines choses. Et je sens que, en tout cas, c'est mon avis personnel, au niveau de Gbagbo et Blé Goudé, c'est un peu cela. Je donne un exemple, je vais terminer en chutant sur ceci. Qui aurait cru au plus fort de la crise ivoirienne que maintenant que Laurent Gbagbo a quitté, que Blé Goudé a quitté, on puisse voir une personne comme Bédié, qui est un des principaux acteurs de la crise ivoirienne, aller vers Laurent Gbagbo pour dire « Oui, j'ai envie de négocier avec vous ». Mais c'est faux. C'est-à-dire, ça explique tout. Je me rappelle, au début, vous parliez de ce qui se passe en Tunisie et qui d'ailleurs se retrouve dans plusieurs pays où on a un décrochage de la population vis-à-vis des politiques. Mais imaginez le choc pour une population ivoirienne. Plus de 20 ans de crise, des morts, comme le disait Francisco, une justice parcellaire, comme le dit Jean-Paul. Et maintenant, après tout ce grabuge en Côte d'Ivoire, dans la sous-région, un impact pas possible sur le continent, on a un Bédié qui dit « Ah, au final, je peux négocier avec Laurent Gbagbo ». D'accord. Le Togo, pour terminer, on va parler du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Les 77 élus du HCTE sont attendus à Lomé en novembre. C'est le ministre de la diplomatie togolaise qui le dit à travers un tweet. Ces 77, ils sont connus, ils ont été dévoilés publiquement le mercredi 11 septembre dernier à la suite des résultats officiels proclamés par la Commission électorale indépendante. Sur 164 568 inscrits, 151 181 ont participé au scrutin. C'était un vote électronique qui a permis donc d'élire les 77 représentants des Togolais de la diaspora. Attendu à Lomé, je ne sais pas moi, Francisco, c'est... Il y a quelque chose d'important qu'ils viennent faire à Lomé, je sais pas. Ils ne sont pas élus pour Lomé, non plus. C'est une question que vous me posez et que je vais essayer de répondre. Tout d'abord, je trouve que le professeur, sinon le ministre Robert Doucet, c'est un spécialiste des sommets. Je crois qu'il en a fait beaucoup, puisqu'il y a des mois, il en a fait pendant 5 ans de pouvoir. Et quand il commence à trébucher ici, il relance jusqu'à y réussir, tout comme cette dernière trouvaille qui est le Haut Conseil togolais, le Togolais de l'extérieur. De l'extérieur.
qu'ils ont élus et qui vont venir, je ne sais pas ce qu'ils vont venir faire. J'ai essayé, depuis que cette histoire a commencé, quand on s'adresse aux gens de la diaspora, il y en a qui ne se prononcent carrément pas, mais quand d'autres parlent, ils parlent de machin. Machin, c'est le mot que beaucoup utilisent. Et je ne sais pas, j'ai déjà dit ici que depuis l'avènement de unir, et c'est pourquoi je dis souvent RPT unir, a réveillé toutes les cellules unir a réveillé toutes les cellules du RPT. Quand on prend les femmes de unir, c'était l'UNFT, les sages de unir, c'est un parti structuré. Voilà. Et la jeunesse de unir, c'était la GRPT. Maintenant, on retrouve l'UST. HCTE. Non, le HCTE, c'est l'Union des anciens étudiants et stagiaires de France, dont Agoyome Kojo et Klassou. Non, vous voyez, non, en fait c'est méchant, hein? Oui, c'est très caricatural. Non, ce n'est pas très caricatural, mais c'est la réalité. Parce que, quelle est la finalité? Mais je vais vous citer ce que disait Victor Womicho, qui est le président de la commission électorale. Il dit « C'est un organe consultatif de statut associatif, non partisan, non discriminatoire, à but non lucratif et non affilié à aucune obédience confessionnelle, philosophique ou politique. » Oh, ça c'est de nos... Écoutez-moi, ce monsieur, vous le connaissiez avant? Qui ça? Et le président de non, de l'Union. du tout. Voilà, vous, en tant que quelqu'un qui anime une grande chaîne comme ça, on devait le connaître. Même dans la diaspora. Bon, s'il ne fait rien qui nous intéresse. Oui, voilà, c'est des casiers inconnus. C'est là, parce qu'il a fait quelque chose qui nous intéresse, donc on l'a découvert. C'est des casiers jusque-là inconnus qui sortent à la surface et qu'on va essayer de connaître pour savoir qu'est-ce qu'ils ont fait, quelle est leur intégration dans le pays et à l'extérieur. Bon, c'est un Togolais. Un Togolais de la diaspora. Donc c'est un Togolais. J'espère qu'il n'a pas changé de nationalité. Bon, c'est un Togolais. Ok, d'accord. On verra s'il a double nationalité ou pas. Oui, Jean-Paul, même question. Il vient à Lomé, il y a information, il y a quelque chose là? Non, je ne sais rien pour ce qu'il veut. Je ne sais pas qui paie le billet d'avion. Le billet d'avion? Non. Parce qu'ils sont 77, je ne suis pas sûr qu'ils ont programmé de venir à Lomé. Je suppose qu'ils ont leur domicile, en tout cas le domicile familial ici. Ils viendront. Non, d'abord sur ce que Francisco a décrit, non, on ne peut pas reprocher à unir des structurés, qu'on ait ressuscité des cellules et tout ça. Je crois que toute formation politique doit avoir un maillage du territoire. Et si unir, finalement, surfe un peu sur l'ancien maillage du RPT, c'est de bonne guerre. Il appartient aussi aux autres partis de le faire. Ben, sur cette question, moi je dirais que la démarche ou l'idée, elle est pertinente, elle est bonne. Et d'ailleurs, je crois qu'on est en train de réparer une injustice pour des gens qui représentent quand même un peu la 6e région du pays, qui envoient beaucoup d'argent et qui ne se sentent pas représentés, en tout cas pas concernés par ce qui se passe. D'autres pays nous ont précédés, le Mali, ça fait des années qu'ils ont fait des choses comme ça. Et donc, si on décide finalement d'associer nos frères et sœurs qui ont choisi de vivre à l'extérieur pour plein de raisons, je crois que c'est une bonne chose. Et ce qu'on oublie souvent quand on fait ce genre de débat, c'est qu'on a l'impression que la diaspora, c'est ceux qui sont en Allemagne, en France, alors que l'essentiel de la diaspora, en fait, est en Afrique. Donc, c'est une bonne chose. Mais simplement, nous, on a fait un papier là-dessus à l'époque, c'est la manière dont tout ça a été mis en place. On a voulu que ce soit inclusif, mais finalement, au bout du compte, Francisco l'a dit, quand on discute avec beaucoup de gens qui sont à l'extérieur, ils n'ont pas l'impression que ça a été inclusif. La manière dont ça a été organisé, tout ça, il y a eu beaucoup de réserves par rapport à cela. Et puis, c'est indépendant de l'autorité qui l'a organisé ici. Ils n'ont pas fait les choses pour exclure. Non, quand je parle d'inclusivité, c'est la méthode laquelle certains estiment qu'ils n'ont pas été suffisamment impliqués. C'est vrai que la diaspora togolaise, y compris celle qui est en Occident, est très divisée, très politisée, et les gens se réunissent souvent selon leur proximité politique, et il était difficile de le faire. Mais
à partir du moment où vous faites quelque chose et ceux à qui c'est destiné ont l'impression qu'ils ne sont pas concernés, c'est que quelque part, il y a un échec. Mais ce que surtout, il y a deux choses que je voulais ajouter. La première, c'est qu'au-delà de ça, quelle va être vraiment la compétence de ces personnes. Parce que ce que revendiquent aussi nos frères et sœurs, c'est le droit de vote. Oui. Il faut, si c'est le premier pas pour le droit de vote, c'est une bonne chose. Mais s'il y a ça sans le droit de vote, ce serait peine perdue. Et il faut qu'ils aient une voix, y compris au sein de l'Assemblée nationale. Ça fait au Mali et tout ça. Il faut qu'il y ait une voix au sein de l'Assemblée nationale et que la cellule ou la structure qui s'occupe de la diaspora, que ce soit au niveau du gouvernement, de la présidence, soit vraiment active et dynamique. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est aussi important, peut-être il n'y a pas un lien direct, mais ce dont on a besoin aussi, c'est qu'on ait des relations beaucoup plus fortes avec l'étranger. Aujourd'hui, on parle du PND, mais il est constant que souvent, on va signer des accords bilatéraux, on va négocier des exonérations de visas avec des pays, en réalité, sans grande importance. Moi, je consultais la liste des pays la dernière fois, je me demande qu'est-ce que je vais aller foutre là-bas. C'est ça. Donc, aujourd'hui, on a plus besoin des pays où des étudiants togolais peuvent aller véritablement faire les études pour que les entrepreneurs puissent aller, que les commerçants. C'est de ces pays dont on a besoin. Donc, souvent, on va conclure des accords avec des pays, bon, je ne vais pas les citer, vous les connaissez, avec qui on n'a aucun lien. Quand on dit Futuna et Wallis, qu'on est exonéré de visa là-bas, ou Suriname et tout ça, c'est bien beau, mais ça n'a pas d'impact. Donc, je crois qu'il y a des choses qui me paraissent, bon, peut-être c'est sévère, entre guillemets, futile, et puis il y a des choses utiles. Donc, on s'entraîne, nous, sur les choses utiles pour les Togolais qui sont à l'intérieur, et puis pour la diaspora, donnons-leur véritablement des outils qui leur permettent soit de rentrer, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas véritablement quelque chose pour accompagner ceux qui veulent rentrer. Et une fois qu'ils sont rentrés, leur premier pas, c'est des choses comme ça qu'il faut renforcer, en plus de cette initiative. Au-delà de tout, il y a aussi, quand on regarde un peu, c'est vrai qu'au niveau du ministère, on a véritablement vanté cela, 164 568 inscrits, il y a eu 151 181 votants. Il y a un manque de légitimité parce qu'on estime la diaspora à un peu plus de 2 millions de Togolais. Ça fait même pas un dixième. Oui, en fait, je me dirais que le problème, il est assez profond parce qu'on est tous Togolais, qu'on se le dise en toute franchise. La première chose qu'il y a à l'extérieur au niveau des Togolais, c'est que le Togolais ne va pas vers le Togolais. C'est connu. Et quand le Togolais, il se cache de l'autre Togolais. Donc, on n'a pas la réactivité sociale des Mourides ou des Tidjanes au Sénégal, ou, comment dirais-je, les structures, si vous voulez, religieuses de certains pays comme le Mali ou la Guinée, ou on a les Igbo qui sont organisés aussi au niveau du Nigeria, ou les Yoruba. On n'a pas cela. On a une certaine défiance vis-à-vis du compatriote. Donc déjà, c'est déjà très ancré. Ça, c'est le premier point. Le second point, je pense que Jean-Paul l'a beaucoup approché parce qu'effectivement, politiquement, c'est très divisé. Et parfois, politiquement, c'est très déconnecté. Il faut avoir la franchise de le dire. Les choses les plus virulentes et les plus intransigeantes viennent généralement de l'extérieur. Donc parfois, on a le sentiment d'une déconnexion avec ce qui se passe à l'intérieur du pays. Ensuite, il y a le décrochage entre les gens de la diaspora et leurs responsables, si vous voulez, leurs responsables administratifs. Pendant plusieurs années, pendant plusieurs décennies, des gens sont partis à l'étranger et ne se sont pas reconnus dans les représentations diplomatiques qui leur étaient desservies, si ce n'est que quelque chose de très très grave. Donc c'est une diaspora qui est habituée à s'organiser seule, à se débrouiller seule. Elle envoie certes de l'argent, mais tout cela est un peu, voilà, c'est pas très structuré et tout ça. Maintenant, ceci étant dit, le problème de la diaspora en Afrique, il est impératif.
C'est-à-dire, il est impératif que pour les États africains, il y ait de la diaspora qui revienne, qui investissent, qui ramènent une certaine expertise. Ouais. Et même quand on parle de 2 millions de Togolais de la diaspora à l'extérieur, on oublie ceux qui sont partis il y a 10, 15, 20, 30 ans, qui ont fait des enfants, On a parfois 2, 3, 4 générations de Togolais qui sont à l'extérieur et qui ont des expertises folles, c'est-à-dire dont le pays pourrait profiter. Mais comme vient de le dire Jean-Paul, qui est vrai, c'est-à-dire quand cette diaspora arrive, comment est-ce que c'est administrativement structuré? Quels sont les droits et les recours? Comment est-ce qu'ils investissent au pays? Est-ce que au niveau local, est-ce que les gens sont préparés à ce contact avec cette diaspora qui revient? Je donne un exemple. Supposons qu'il y a un choc et on a, 500 000 Togolais qui reviennent du jour au lendemain, de l'extérieur, disent qu'ils vont investir. Est-ce qu'on est prêt pour ça? Parce que ce qu'on oublie, c'est que là, on en parle de manière comme si c'était maintenant que cela arrivait, mais en réalité, en Afrique, on a déjà eu des retours de diaspora. Et parfois, ça a fait des clashs qui se perpétuent jusqu'à présent dans nos relations. Francis, donc, je vais terminer avec un dernier point. Alors, il y a le troisième point. Il y a la diaspora qui va revenir s'installer, investir pour faire profiter de cette expertise, mais il existe aussi cette diaspora qui est à l'extérieur et qui a besoin d'avoir le sentiment que derrière, elle a un État fort qui le soutient, qui a un État fort qui le pousse, un État fort qui l'encadre et qui protège ses droits à l'étranger. Francisco, je ne suis pas dans la tête du professeur Doucet, mais il vous dira que c'est pour régler toutes ces questions qu'on organise ça. Non, c'est un homme de beaux discours. La représentativité, vous l'avez bien évoqué, les chiffres sont là, d'accord? Nous avons des problèmes réels avec l'extérieur. Tout dernièrement, la France a augmenté les frais d'inscription des étrangers. On n'a pas senti ce ministre-là parler de ça. C'est très important parce que on a besoin de combler beaucoup de choses à l'extérieur. L'enseignement supérieur, c'est où? Ici, l'université est remplie et autres. Il y a des gens qui ont des moyens, qui peuvent aller faire quelque chose et revenir. Donc, il y a toutes ces difficultés qui sont là. Et on s'en va, on dit visa pour aller dans quel pays on ne peut pas aller. Ou, parfois, les noms de certains pays, c'est quand lui sort à la télé que moi j'entends le nom du pays. Donc, bref, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Je me demande qui finance, n'est-ce pas, tous ces concerts qu'on fait, tout ce retoussisme qui va arriver en novembre, où les gens vont prendre les avions, venir, rester dans les hôtels et repartir. On demande le droit de vote de la diaspora. C'est très fondamental pour 2020. Et ce qu'ils viennent de prouver qu'ils peuvent voter à l'extérieur, voilà, donnons-leur. Les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, ils votent à l'extérieur. Merci beaucoup, Francisco. Merci, Jean-Paul Ago. Maurice Doncovier, merci. Merci à vous tous et on est encore ensemble demain.